Mes chers collègues, dans le cadre de notre étude sur la coopération régionale dans le bassin atlantique, que nos deux rapporteurs, Evelyne Corbière-Namazo, qui est dans sa circonscription, elle est originaire de La Réunion et elle doit avoir quelques petits soucis techniques, et Jacqueline Eustache-Brinio, donc sénatrice du Val d'Oise, sont en train de finaliser. Nous accueillons ce matin Monsieur Manuel Marcias, économiste, auteur d'une étude récente et remarquée de la Banque de France intitulée « Quelles perspectives pour le commerce extérieur des territoires français ultramarins ?» Donc nous sommes vraiment dans le vif du sujet, et le projet de loi Vichère qui donnera lieu à un certain nombre de débats, cela permettra d'alimenter aussi les échanges. Monsieur Marcias, nous vous remercions d'avoir répondu à l'invitation de la délégation sénatoriale aux Outre-mer et de participer à cet échange. Vous êtes économiste, chargé d'études économiques au sein des instituts d'émission d'Outre-mer, l'IEDOM. Vos missions incluent la réalisation d'études sectorielles et macroéconomiques, ainsi que la participation à des rapports sur l'attractivité des territoires ultramarins. L'insuffisante intégration des Outre-mer dans leur environnement proche, déjà observée l'an dernier pour les collectivités du bassin océan Indien, et leur dépendance marquée à l'Hexagone, ont conduit notre délégation à rechercher des pistes d'amélioration concrètes pour nos Outre-mer. Votre étude nous a interpellés car elle établit l'existence d'un potentiel de commerce encore largement sous-exploité pour ces territoires avec leur environnement régional. En conséquence, nos interrogations concernent en particulier la politique commerciale que vous recommandez pour les différents territoires, en particulier la Guyane, les Antilles françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon. Quels accords manquent selon vous? Faut-il par exemple privilégier les accords ciblés par produit? Comme à notre habitude, un questionnaire indicatif vous a été transmis afin de guider nos échanges. Je laisserai nos rapporteurs vous questionner après votre exposé liminaire, et puis les autres collègues poseront à leur tour des questions qu'ils le souhaitent. Je souhaite aussi saluer nos collègues qui sont en ligne, qui malheureusement, pour certaines, sont bloqués dans les embouteillages et nous suivent. Voilà, je vous laisse la parole, Monsieur Marcias. Oui. Merci beaucoup pour ces propos introductifs. Merci pour l'invitation afin de présenter nos résultats de nos travaux dans le cadre de cette commission. Et nous sommes ravis de pouvoir collaborer, comme lors du précédent rapport avec l'intervention de M. Odona, de collaborer aux travaux que vous entreprenez, qui sont des travaux qui sont pour nous de la plus grande importance. Je tiens à saluer donc Madame Micheline Jacques, présidente de cette commission, et Madame Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteuse. Merci de votre invitation à toutes les deux. Donc, ce que je vous propose pour cette présentation, j'ai préparé quelques diapositives qui présentent un peu le contexte de notre étude, puis ensuite quelques résultats. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on ait une présentation ouverte, si ça vous convient, où je vous présente des éléments. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des éléments qui ne sont pas forcément clairs, ou si jamais des questions sont à propos au moment où j'aborde certaines thématiques. Donc, dans un premier temps, je vais d'abord vous expliquer pourquoi... Bonjour. Je vais expliquer d'où vient notre volonté de produire cette étude. Donc, Madame Jacques l'a rappelé. C'est une question qui est une question absolument essentielle dans les Outre-mer et qui a été remise à l'ordre du jour assez récemment avec la publication de nombreux rapports par le CESE, par l'Assemblée nationale, mais aussi par le Sénat sur l'importance de la vie chère et l'impact qu'elle a sur la vie de nos concitoyens ultramarins. Et une des dimensions importantes des constructions des coûts dans les Outre-mer vient de l'éloignement de ces géographies et notamment du fait que la plupart des biens qui sont consommés sont importés. Donc là, on a une première motivation, qui est une motivation du coup d'intérêt politique public. On a une interaction qui est un deuxième intérêt qui est un intérêt plus scientifique, où en fait nous disposons à l'IEDOM de bases de données qui nous sont transmises par les douanes, qui sont très précises sur les exportations de chacun des territoires d'outre-mer. Enfin, les douanes nous transmettent pour les DROM et l'ISE pour la Nouvelle-Calédonie, l'ISPF pour la Polynésie française. Nous avons des données très précises de commerce entre ces territoires ultramarins et le reste du monde. Et dans le reste du monde, nous entendons les autres territoires ultramarins, l'Hexagone
et les pays étrangers. Donc, ce qui nous permet d'avoir une base assez unique et de produire des statistiques qui sont très précises sur les Outre-mer. Et ensuite, notre dernière volonté, c'était aussi de compléter la littérature sur cette question-là, parce qu'il y a très peu d'études qui portent sur les Outre-mer et le commerce d'Outre-mer, notamment avec des données aussi précises, et de renouveler des études que nous avions déjà produites il y a une dizaine d'années, en remettant à jour un peu les modèles pour s'adapter à ce qui était fait dans la littérature du commerce international depuis 15 ans jusqu'à aujourd'hui. Précision, quand on parle de commerce ici, on est bien sur le commerce notamment de marchandises, puisque nous n'avons pas de données sur les commerces de services, qui sont quelque chose qui sont très importants dans les économies voisines des économies ultramarines, notamment à travers le tourisme. Et du coup, là, on s'intéresse vraiment au commerce de biens. Donc là, mon exposé et l'étude est subdivisé en deux parties. Une partie plus descriptive qui décrit la situation des Outre-mer, qui donne un peu des éléments clés pour comprendre la situation actuelle. Donc là, je présente ces éléments clés. Dans une deuxième partie, on présentera les résultats de notre étude statistique. Donc là, on parle d'un... J'ai mis ce titre, du coup, en mettant bien le terme d'insularité entre guillemets, puisque, du coup, en effet, tous les territoires ultramarins ne sont pas des îles, mais tous les territoires marins sont isolés. Donc, j'entends le terme « île » dans le sens « isolé ». Et donc, ils sont isolés dans leur environnement géographique. En fait, ils font partie d'un environnement géographique isolé, c'est-à-dire qu'ils appartiennent soit au bassin Caraïbe, au bassin Indien, au bassin Pacifique ou au plateau des Guyanes, du coup, qui sont des territoires avec peu d'économies ou des petites économies, principalement des petites économies insulaires en voie de développement pour la plupart des Outre-mer. Donc ils souffrent de cette première insularité. Ce que vous allez voir, c'est que même au sein de ces environnements qui sont déjà isolés, on observe qu'ils sont du coup victimes d'une seconde insularité, d'un isolement au sein de territoires déjà isolés. Donc, pardon. C'est un peu petit. De toute façon, c'est des éléments qu'on reverra ensuite par la suite. Donc, je parle de première insularité. Donc, donc encore une fois, si vous avez envie d'interrompre, de me poser des questions, n'hésitez pas. Donc, les territoires ultramarins font partie d'environnements géographiques qu'on va qualifier d'insulaires dans le sens d'isolation. On peut qualifier pour plusieurs raisons. Et en fait, qui vont contraindre très fortement leur accès au commerce international. Donc déjà, elles partent avec un capital qui complexifie leur accès au marché international. Premièrement, il y a l'étroitesse du marché intérieur. C'est-à-dire qu'on a très peu d'habitants. On a dans la plupart des économies voisines des Outre-mer des pays qui ont un revenu par habitant qui est assez faible. Et donc, on va parler d'une étroitesse de marché. Donc, ça va être difficile de développer une industrie assez large, compétitive. Par exemple, développer une industrie automobile en Guadeloupe serait quelque chose qui serait très compliqué et pas forcément quelque chose qui serait bénéfique pour l'économie. Ne serait-ce même envisageable. Ensuite, on a des territoires qui sont isolés économiquement. C'est-à-dire qu'on est loin des autres pôles économiques mondiaux. On va être loin de l'Union européenne, notamment, de l'Asie et, pour la plupart d'entre eux, des États-Unis, enfin d'Amérique du Nord. Et ensuite, le fait qu'ils aient une économie qui soit relativement faible va limiter le nombre de produits qui sont en capacité d'exporter et donc va faire créer un risque, du coup, de problèmes sur les marchés internationaux sur ce bien spécifique. On peut le voir dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, actuellement, avec le nickel. Et donc, la question se pose de comment est-ce qu'on peut potentiellement rendre les territoires ultramarins plus autonomes, les rendre moins dépendants de l'Hexagone, mais aussi améliorer leurs exportations, enfin la diversification de leurs exportations. Pardon, je vais aller éloigner mon ordi, parce que sinon je vais avoir ce réflexe tout le temps. Donc là, un très rapide graphique pour vous présenter. C'est un graphique qui va ne prendre que la dimension géographique de l'ensemble des territoires du monde, des pays du monde. On va voir à quel point des pays sont éloignés des principaux pôles économiques mondiaux. Et donc là, on fait ça pour l'ensemble des pays. Et ce qu'on voit, c'est que nos territoires ultramarins ont des valeurs pour cet indice qui sont très faibles, et notamment deux bassins Indien et Pacifique,
qui sont un indicateur très faible. C'est-à-dire que ces territoires vont devoir parcourir des distances très importantes et beaucoup plus importantes que le reste du monde pour arriver à avoir accédé à des marchés où il y a des consommateurs, un nombre important de consommateurs, et donc pour pouvoir écouler leurs marchandises. Donc cet isolement, ça donne un isolement de coût, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir accéder à ces marchés étrangers, il faut pouvoir que ces marchés étrangers accèdent à nos territoires, mais il y a aussi une complexité de comment est-ce que je vais accéder à ces marchés, ne serait-ce que pour connaître ces marchés étrangers. C'est-à-dire que quand je suis à l'île de Ré, connaître le marché hexagonal, c'est facile. Quand je suis en Nouvelle-Calédonie, pour arriver à connaître le marché des États-Unis, c'est très complexe. La distance joue un effet du coup de complexification, d'internationalisation des entreprises de ces territoires. On a un cas particulier du coup, de Guadeloupe et Martinique, qui sont de fait plus proches des États-Unis et qui vont faire qu'elles ont affiché une valeur un peu plus élevée pour cet indicateur. Au-delà de ça, du coup, au-delà de l'isolement géographique, on a aussi un isolement logistique de ces territoires. Car, en fait, la plupart des marchandises qui arrivent sur ces territoires et qui partent de ces territoires y arrivent par transport maritime. Et lorsqu'on s'intéresse sur le niveau d'intensification des lignes maritimes qui arrivent dans ces territoires, qui est donné par l'indice de connectivité qui est produit par la CNUSED, qui va mesurer le nombre de bateaux qui arrivent par semaine sur les territoires, le nombre de lignes qui sont connectées, le tonnage possible en équivalent 20 pieds, etc. Donc c'est un indicateur qui va agréger plusieurs indicateurs d'intensification des lignes maritimes dans chacun des territoires. On voit que les territoires ultramarins, on a deux informations. On voit, premièrement, que ces territoires ultramarins ont des niveaux qui sont assez faibles, puisqu'on ne le voit pas très bien ici, mais on a des niveaux de 30, alors que la moyenne internationale est au niveau de 100. Mais on voit aussi que les territoires ultramarins arrivent à se distinguer pour certains, en affichant des connectivités qui sont plus importantes que la plupart des économies qui sont présentes dans leur bassin. On a le cas notamment de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, qui font mieux que Fidji. Parce que, en Nouvelle-Calédonie, on a une raison qui est assez facile d'expliquer, c'est qu'on a le nickel qui permet en fait l'arrivée et le départ de nombreuses lignes. Et la Polynésie française est isolée dans son territoire, et donc en fait il y a des lignes qui sont obligatoires, des lignes internationales qui vont passer, et c'est le territoire le plus riche dans cette partie-là du territoire. Donc en fait, on voit que les ports ultramarins français sont à la charnière. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois faibles au niveau international, en termes de connectivité, mais on voit qu'ils ont un niveau de connectivité qui arrive à concurrencer presque les plus grands ports régionaux. Par exemple, Maurice-La Réunion qui est le hub océan Indien de CMA-CGM, on a des niveaux qui sont assez importants, alors que Maurice, c'est vraiment l'économie qui exporte le plus dans la région. Et dernier point, sur les points qu'on a vus dans la partie introductive, si on fait un peu on a vu que c'était compliqué d'exporter depuis ces territoires, c'est compliqué d'importer, l'internationalisation du coup est complexe. Si on s'intéresse maintenant à ces territoires, est-ce qu'ils exportent? La réponse est oui, ces territoires exportent, certains plus que d'autres. On va avoir ici deux échelles, en fait, afin que la Nouvelle-Calédonie n'écrase pas trop le reste du graphique. J'ai mis une échelle différente sur le graphique de gauche, parce que sinon on a quelque chose qui est beaucoup plus important. Des données précises de comparaison entre les géographies et leurs voisins en termes de montant, et données en annexe, je n'ai pas voulu le présenter ici pour ne pas rajouter toute d'informations. Mais globalement, on voit que ces territoires exportent, et on voit que ces territoires répondent à des spécialisations sectorielles qui sont communes à l'ensemble des petits États insulaires en développement. Deux possibilités dans ce cas des petits États insulaires. Soit j'ai une ressource naturelle, j'exploite cette ressource naturelle et je me concentre sur cette ressource et je n'exporte que ça. C'est le cas de la Nouvelle-Calédonie, 95%. Donc là, le gris foncé, le gris clair et le marron sont du ferronickel, du nickel, des minerais de nickel et les dérivés du nickel. Donc 95% d'exploitation de Nouvelle-Calédonie. Et donc là, on voit spécialisation totale dans les ressources. Deuxième possibilité, c'est profiter d'un avantage comparatif. Donc par exemple, certains secteurs agricoles et certains agroalimentaires. Pour
aller sur des productions emblématiques. On aura le sucre à La Réunion, on aura la banane en Martinique, on aura le rhum en Martinique, en Guyane. Donc c'est des produits pour lesquels ils ont un avantage comparatif par rapport à l'Europe, et donc ils vont pouvoir les produire et les exporter. On a ici juste le cas particulier de la Martinique, qui est le bâton le plus grand au centre, avec une exportation assez importante d'hydrocarbures due à la présence de la SCARA sur ce territoire. Donc voilà, on voit que ces territoires possèdent des similarités avec les pays avec lesquels ils sont voisins, même dans leur structure de leurs exploitations. C'est ça. Maintenant, on va voir qu'on a eu la première insularité. Cette première insularité, elle a un impact sur l'intégration des économies ultramarines dans le commerce national. Ces contraintes sont les mêmes que celles de leurs voisins. Maintenant, on va voir que ces territoires souffrent de ce que j'appelais au début une double insularité, puisque on va voir qu'ils vont être au sein de leur environnement géographique, ils vont se distinguer et peuvent s'intégrer au sein de leur environnement géographique. Et c'est là, du coup, l'intérêt pour cette commission arrive. Donc cette première distinction, c'est qu'on va avoir des pays, enfin des territoires ultramarins comparés à des pays alentours, qui vont avoir des niveaux de richesse, donc des PIB par habitant, qui sont beaucoup plus importants que les pays alentours. Donc là, pour vous expliquer le graphique rapidement, en rouge, on a les territoires ultramarins du Pacifique, en bleu, la zone atlantique, en jaune, le bassin indien. Donc Nouvelle-Calédonie étant la valeur la plus élevée, et pour les Outre-mer la plus basse, Mayotte en jaune à droite. Ces valeurs sont à comparer à la valeur bleu clair pour les petits États du Caraïbe, pour les valeurs du coup de Guyane, Martinique et Guadeloupe, en jaune clair pour les petits États insulaires de l'océan Indien pour Mayotte et La Réunion, et en rouge pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Donc on voit le gap énorme qui existe entre nos territoires ultramarins et les territoires voisins. Et donc on voit un niveau de développement qui est beaucoup plus important. Mais ce niveau de développement dit aussi, et c'est une question qu'on abordera, des niveaux de vie et notamment des prix, des coûts de production qui vont être beaucoup plus importants. Et donc là, on voit une première contrainte, c'est que les produits, on a des, comme je vous expliquais dans la diapo précédente, on a les mêmes logiques de spécialisation, donc on produit à peu près les mêmes biens, mais on les produit plus chers que les voisins. Et donc en fait, nos produits à nous, on ne pourra pas les exporter, enfin, ce sera compliqué de les exporter vers les pays voisins, puisqu'ils produisent la même chose, et en plus, chez eux, du coup, ils le produisent moins cher. Donc premièrement, c'est une piste qu'il faudra étudier, mais sur laquelle il faudra être vigilant. Deuxième facteur qui va venir isoler nos géographies ultramarines, c'est la faible intégration de nos économies ultramarines dans leur environnement régional. Et au-delà même, c'est la faible intégration internationale de nos économies ultramarines. Si on regarde, donc là, donc le graphique présente la part des exportations à gauche de la Martinique et de la Guadeloupe en rouge et en violet, en mauve, et en bleu, la part des exportations des pays des Caraïbes en fonction des zones vers lesquelles elles exportent. À droite, on a la même chose, mais pour les importations. Et donc là, ici, on peut voir à quel point les Outre-mer français sont dépendants, et presque uniquement dépendants, de la France dans leur commerce national. Et quand je dis la France, c'est l'Hexagone et les autres territoires ultramarins. Dans le cas de la Martinique et de la Guadeloupe, on voit que les exportations sont à 80% faites à destination de l'Hexagone et des autres départements français d'Amérique, DFA. En termes d'importation, 60% des importations des pays, de la Guadeloupe et de la Martinique sont d'origine hexagonale. Et donc là, on voit ce paradoxe où on est dans un bassin où on a des pays qui ont des productions qui sont à des revenus assez faibles, mais on fait revenir quasiment la totalité de nos importations depuis le marché hexagonal. Oui, le poids. En fait, le poids normatif. Avez-vous fait une étude sur le poids des normes, sur les causes de ces... Oui. Enfin, on n'a pas fait d'études sur ça, pour le coup, mais on revient sur les normes. Voilà. Oui, en fait, ce qu'on montre dans notre étude, c'est que
finalement, alors qu'on pensait que les droits de douane avaient un impact assez fort sur le fait qu'on n'importe pas, on se rend compte que l'impact de ces droits de douane est assez limité et qu'en fait, c'est d'autres choses qui viennent derrière. Et donc, en fait, on donne les douanes, les normes comme raison explicative. On n'a pas de mesures spécifiques là-dessus, mais du coup, je reviendrai du coup sur ces normes par la suite. Oui. Question concernant les lois de douane, notamment les États-Unis. Le président Trump avait annoncé que pour les territoires insulaires, ultramarins, les lois de douane étaient de 10%, alors que l'Union européenne, la France, et lors des négociations, bon, il y a eu un loupé quelque part. Et malheureusement, les territoires ultramarins se sont retrouvés avec les mêmes lois de douane que l'Hexagone, en expliquant que appartenant à la France étant assujettée à 15% comme les autres pays européens, donc les territoires ultramarins, est-ce que cela peut avoir aussi un impact sur les exportations et les importations? Les droits de douane ont un impact du coup sur les importations, sur le commerce national. Les études le montrent. Nous, dans notre étude, enfin, je ne vais pas en parler là parce que ce n'était pas forcément le propos, on met le fait d'appartenir à une zone de free trade agreement, d'accord de libre-échange, et on voit que le fait d'appartenir à un de libre-échange va faciliter le commerce. Donc, qui dit droit de douane dit des biens qui ont des prix plus élevés pour le consommateur, et donc automatiquement, la demande pour ces biens va diminuer. Donc, ça aura, à part pour des biens qui sont des biens qui ont déjà des prix très élevés, qui sont des biens de luxe et qui, du coup, le prix est moins important, du coup, on aura quand même un impact de ces droits de douane. Sur les droits de douane des États-Unis, il y a eu beaucoup de revirements où Trump a d'abord annoncé des droits de douane à 50% à La Réunion, puis ensuite est revenu à 10%. Donc il est difficile d'avoir une idée précise de quoi demain sera fait avec les États-Unis. Globalement, et ça va être c'est des points qu'on va voir. Globalement, les exportations des Outre-mer vers les États-Unis, à part pour certaines géographies, je crois que c'est Saint-Pierre-et-Miquelon et la Polynésie française, où on n'atteint pas non plus des niveaux qui sont très, 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 très élevés, mais c'est là où c'est le plus élevé. Mais les exportations, par exemple, de la zone Caraïbe vers les États-Unis sont relativement faibles. On peut le voir ici, sur le graphique de gauche. C'est la première partie où on voit les exportations vers l'Amérique du Nord. On voit que ça représente moins de 5% de l'ensemble des exportations de la Guadeloupe et de la Martinique. Donc, ça ne va pas faciliter notre entrée sur le marché américain, mais on voit que déjà notre entrée sur le marché américain n'est pas optimale. Et qu'en fait, il y a déjà beaucoup de travail à faire pour aider les entreprises guadeloupéennes et martiniquaises à accéder au marché américain. Et qu'il y a d'autres pistes qui sont à voir du coup pour améliorer l'accès au marché américain. Et que les droits de douane seuls, on le voit même quand ils étaient plus faibles que maintenant, du coup n'étaient pas, voilà, on n'arrivait déjà pas depuis la Martinique et la Guadeloupe à accéder à ces marchés. Et par contre, ça nous montre à quel point ce marché américain est un marché potentiel pour les exportations guadeloupéennes et martiniquaises. Donc, quand on regarde, par exemple, les importations de la Guadeloupe et Martinique, on pourrait se dire, mais en fait, si ça se trouve, les autres territoires alentours se fournissent aussi au niveau européen pour l'ensemble des importations. Et en fait, quand on regarde le graphique, on voit que ça ne tient pas. Donc, ici, si je vois la partie Amérique du Nord, près de 40% des importations de la zone Caraïbe vient de l'Amérique du Nord. En tout, on a 50% des importations des pays de la Caraïbe qui viennent des Amériques, contrairement à moins de 10% pour nous. On a effectué le même travail. Donc là, comme c'était plutôt orienté bassin atlantique, on a fait donc Martinique et Guadeloupe. Et donc là, j'ai refait le graphique Guyane qui n'était pas présent dans l'étude à l'origine. Et donc là, comme la Guyane est dans un environnement géographique avec peu d'économies comparables, j'ai mis la Guyane en rouge. Ensuite, on aura le Guyana en bleu clair et le Suriname en bleu foncé. Et là, les constats sont très similaires.
On voit qu'au niveau exportation, on a une dépendance qui est très forte vis-à-vis de l'Hexagone et des DFA, donc de la France globalement. Et concernant les zones d'importation, de la même façon, on importera principalement du coup de la France. Alors même que, par exemple, la Guyane se trouve à proximité immédiate du Brésil et qui pourrait être un fournisseur de nombreux biens ici. Juste un point ici et qui a peut-être son importance du coup dans ce point-là, c'est que on raisonne ici sur des valeurs qui sont très théoriques, on n'étudie pas la partie logistique. Il existe sur la grande ligne, par exemple CMA-CGM, qui relie la France à la Guyane, fait un tour France-Guyane-Brésil, puis ensuite revient en Union européenne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liaison directe qui va permettre d'exporter maritimement des choses de manière importante entre le Brésil et la Guyane. Donc on pourra faire toutes les politiques économiques, de développement des importations possibles. Il faut que la logistique soit étudiée aussi derrière pour que ce soit rendu possible. Le développement des ports, une question importante, et le développement des lignes maritimes. Donc voilà pour ces points. Et donc là, pour revenir à notre question de départ, qui était la question de la vie chère, donc là, on a vu qu'on se fournissait principalement dans l'Union européenne. Donc cela implique des prix de biens qui sont, pour certains, plus élevés que ceux qui pourraient être produits à proximité. On aura aussi des frais de transport qui seront assez importants. On aura des frais de grossistes à l'import qui vont être assez importants. Là, je reprends le graphique qui a été produit par l'autorité de la concurrence en 2019, qui prend les coûts moyens de la grande distribution dans les 5 drones et qui va un peu construire ce prix moyen de ce qui vient. Et donc là, nous, ce qui nous intéressait, il y a 2 blocs qui nous intéressaient. C'est le bloc bleu. Ce bloc bleu, c'est le prix de la marchandise à l'origine. Donc on voit que 50% quasiment du prix des biens ici, c'est le prix de la marchandise à l'origine. Donc c'est-à-dire que c'est premier élément sur lequel on peut jouer pour faire diminuer le prix, c'est jouer sur ce prix à l'origine. Ce prix à l'origine, ça veut dire, est-ce que des biens peuvent être importés dans des conditions satisfaisantes de normes, mais est-ce qu'ils peuvent être importés de plus proche de biens qui seront moins chers, produits moins chers ici. Première question. Deuxième question, c'est, on voit que les frais d'approche, du coup, la partie spécificité ultramarine avec les grossistes importateurs, l'octroi de mer et les frais de transport représentent 32% de ce bien. Donc là, c'est le deuxième point, c'est est-ce qu'on peut diminuer ça? Diminuer ça, ça veut dire, notamment sur la partie coût de transport, c'est-à-dire faire venir de moins loin et donc arriver à faire peut-être revenir moins cher. Il y a la question de l'octroi de mer, mais question que nous n'avons pas abordée là, puisque du coup, ce n'est pas une thématique qui nous concerne. Je vous laisse ça pour un rapport futur, mais c'est une question qui est importante, sensible. Mais le protocole du coup de Fort-de-France, dans le cadre à la suite des manifestations contre la vie chère, a ouvert du coup cette boîte de l'octroi de mer pour venir redéfinir un peu cet octroi de mer. Et globalement, le protocole d'accord pour la Martinique, signé il y a tout juste un an, vient aborder chacun de ces points-là. Du coup, en abordant la question des frais du prix du bien, c'est-à-dire produire localement ou faire intervenir du coup des produits plus proches, la question des marges à aborder et la question des transports et la question de l'octroi de mer. Du coup, c'est aussi quelque chose qui va être intéressant à voir, c'est quelles mesures vont pouvoir être prises en place et vraiment être appliquées dans le cadre de ce protocole d'accord, qui était un protocole très ambitieux. Donc voilà, maintenant que j'ai brossé un peu la situation, on va revenir spécifiquement sur notre étude, qui est une étude scientifique théorique. Du coup, on prend des données, on les passe dans notre modèle et on obtient des estimations. Ces estimations sont des estimations statistiques sur lesquelles il faut avoir un regard, du coup, un peu de recul, mais qui nous donnent une image de ce qui est envisageable. Donc là, j'ai voulu simplifier le modèle, vous expliquer exactement comment on faisait,
sans vouloir mettre d'équations qui peuvent être un peu lourdes et un peu pénaliser le discours, il y a une diapo en annexe qui explique un peu plus le détail avec le modèle. Mais pour faire assez simple, le modèle que nous allons faire, c'est que nous cherchons à expliquer les exportations d'un pays I vers un pays J. Et nous allons dire que ces exportations, elles dépendent principalement de 3 choses. Elles dépendent de mon pays qui exporte, quelle est sa capacité à exporter vers l'ensemble des pays du monde. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet pays exportateur. C'est-à-dire que j'ai un pays qui, par exemple, qui va être riche, qui va être en capacité de produire plein de produits et exporter, qui va avoir un coût du travail qui va être plus ou moins élevé, qui va avoir des conditions à l'export, donc par exemple des conditions d'infrastructure. Donc j'ai un premier effet qui agrège tout ça. J'ai un deuxième effet qui est un effet pays importateur. Donc en gros, c'est le pays vers lequel j'ai, à quel point il est ouvert sur le reste du monde. Donc de la même façon, est-ce que c'est un pays riche qui a une demande importante? Est-ce que c'est un pays qui a des infrastructures importantes? Donc c'est un seul effet qui va venir agréger tout ça. Et enfin, on a un effet qui va venir lier les deux pays, ce qu'on appelle un effet couple pays, et qui va venir voir, c'est est-ce que l'échange entre ces deux pays est facile ou pas. Donc c'est un effet qui va venir agréger tout ce qui va venir faire intervenir les coûts au commerce entre le pays A et le pays B. Est-ce qu'ils ont des liens historiques? Est-ce que la distance est élevée? Est-ce que les coûts sont importants entre le pays A et le pays B? Donc on n'a pas de variable du coup spécifique, on a juste un indicateur qui va agréger pour le pays exportateur, pour le pays importateur et pour le couple de pays l'impact du coup sur le commerce national. Ce qui nous permet d'obtenir ici ce graphique-là pour l'ensemble des situations envisageables. Donc là, je vous présente ce graphique-là, puisqu'on est sur la commission Océan Atlantique, plus précisément, et parce qu'on l'a vu dans notre graphique précédemment, il y a un gros défaut d'export de la Martinique et de la Guadeloupe vers les États-Unis. Donc là, pour vous expliquer simplement le graphique, principale chose à voir en premier lieu, c'est ce point noir et ce point rouge. Le point noir représente ce que... Non, pardon, je commence par le rouge. Le point rouge représente ce que l'économie exporte vraiment vers les États-Unis en 2021. Donc c'est l'étude en 2021 ici. Donc là, c'est l'exportation réelle. En noir, on a ce que notre modèle prévoit de ce que la géographie devrait exporter vers les États-Unis. Donc là, première information, ce qu'on voit, c'est que pour beaucoup d'économies dans la Caraïbe qui sont donc dans les plus exportatrices, du coup, on voit déjà que la Martinique et la Guadeloupe exportent assez peu par rapport à ces économies. Le point rouge est plutôt bas par rapport aux autres économies. Donc ça, c'est l'information qu'on avait déjà auparavant. Et en plus, on voit qu'au-delà du fait d'exporter peu, elles sont assez loin de leur potentiel de commerce. Alors que les premières économies, on a quasiment potentiel égal niveau d'exportation. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi on est à ce niveau-là. Et donc là, si on s'intéresse maintenant spécifiquement aux composantes du coup, qui sont en bâton, mon point noir, c'est-à-dire ce que mon modèle prédit à l'exportation, il se décompose en 3 parties. Je suis prêt à exporter le point noir parce que je suis un pays exportateur qui exporte plus ou moins, parce que j'exporte vers un pays qui importe plus ou moins, et parce que mon effet couple de pays est plus ou moins important. Et donc là, on va s'arrêter sur chacun de ces points-là. Ce qu'on voit ici, c'est que la dimension bleue, pour chacune des économies, c'est ma capacité à exporter globalement. C'est mon effet pays exportateur. Et là, ce qu'on voit, c'est que globalement, par rapport aux autres économies, la Martinique, la Guadeloupe est assez élevé. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à exporter. On n'a pas une contrainte qui nous empêche d'exporter. On n'est pas dans l'incapacité d'exporter. Globalement, on exporte plutôt bien. Mais on exporte plutôt bien, en fait, vers l'Hexagone. Ensuite, l'effet gris, c'est l'effet pays importateur. Donc là, il est le même pour tous, puisque l'importateur, c'est les États-Unis. On n'étudie que le commerce vers les États-Unis des pays de la Caraïbe. Et troisième point, c'est mon effet couple de pays. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on avait un effet pays exportateur qui est plutôt positif, un effet pays importateur qui était le même pour tous. Et en fait, ce qui va venir pénaliser le commerce des Outre-mer, c'est cet effet couple de pays. Donc, ce qu'on voit, c'est que
les effets couple de pays qui vont prendre tous les éléments qui vont contraindre le commerce entre deux pays, il est plus fort depuis la Martinique et la Guadeloupe que depuis les autres pays de la zone. Et donc, en fait, la Martinique et la Guadeloupe présentent des coûts au commerce vers des destinations qui sont plus importants. Et donc, ici, pour donner une dimension plus chiffrée à ce résultat, on va faire exactement la même chose. Le point rouge tout à l'heure, donc les exportations de la Guadeloupe et de la Martinique, pour vous montrer à quel point on est loin de ce qu'ils pourraient exporter, théoriquement, on a 30% du potentiel de la Guadeloupe qui est exprimé en exportation réelle et 12% seulement de celui de la Martinique qui est exporté en exploitation réelle. Si on décompose ce potentiel, comme je vous l'expliquais, on voit des valeurs très basses sur le couple de pays. Donc, c'est-à-dire que les Outre-mer, alors qu'ils sont capables d'exporter des montants très importants, sont dans l'incapacité d'exporter le marché américain. On va aller un peu plus loin encore même dans notre analyse, c'est qu'on se dit, bon, là, notre potentiel est déjà plus bas que les autres économies, donc le point noir. Maintenant, on se dit, si on avait le même potentiel que nos voisins, combien on pourrait même exporter encore? Quel serait encore notre potentiel? Et donc là, si on compare cette situation-là, on voit que, globalement, la Martinique et la Guadeloupe pourraient exporter respectivement 25 millions de dollars en plus par an et 33 millions de dollars en plus par an vers ce marché-là. Donc on voit qu'on a un potentiel de marché inexploité et qui est même encore sous-estimé par rapport à ce qui pourrait être si ces territoires partageaient les mêmes contraintes que leurs voisins. Ce constat, on l'a fait plus particulièrement pour les produits agroalimentaires, puisque quand on regarde les exportations, par exemple de la Barbade, qui est le principal voisin de la Martinique et qui exporte énormément vers les États-Unis, on voit qu'ils exportent principalement des produits agroalimentaires, et notamment du rhum. Et quand on fait la comparaison des exportations de rhum des îles par rapport à celles même de la Somme, de la Guadeloupe et de la Martinique, on est sans commune mesure où en fait, le rhum, qui est le produit phare de ces économies-là, est un produit qui s'exporte très bien vers les États-Unis, sauf pour la Martinique ou la Guadeloupe, où on a des exportations qui sont quasiment nulles vers ce marché. Et donc, on pourrait multiplier par 5 le niveau de produits agroalimentaires vers ce marché, vers les États-Unis pour la Martinique, et 3,6 pour la Guadeloupe. Et donc là, je parlais de l'effet coupe de pays. Donc, je reprends là juste la partie qui est en bas. La partie qui est en rouge ici, je la reprends, uniquement pour les produits agroalimentaires. Et on voit ici que les deux pays de la zone qui ont cet effet le plus fort, c'est la Guadeloupe et la Martinique. Et donc là, à partir de là, la question qu'on peut se poser, et donc là je rebondis sur la question de Madame Jacques de tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui peut expliquer ça? Et le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas réussi à démêler ce qui peut expliquer tout ça, mais on a des pistes. La première piste, ça va être les droits de douane. Il existe des droits de douane, et notamment, une des différences qui va exister entre les pays de la Caraïbe et les pays ultramarins, c'est que les pays de la Caraïbe font partie du groupe ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, des pays du coup à plus faible revenu au monde et qui ont des accords préférentiels avec la plupart des pays développés. Et donc ces pays-là, donc les pays de la Caraïbe notamment, n'auront pas de droit de douane à l'export vers les États-Unis pour leurs biens et notamment pour le rhum. La Martinique et la Guadeloupe auront les droits de douane qui leur sont appliqués. Jusqu'à maintenant, les droits de douane qui étaient appliqués les mêmes que l'Union européenne. Maintenant, avec la stratégie de Trump de différencier les droits de douane entre Outre-mer et France continentale et Hexagone, du coup, on a des tarifs qui vont être différents. Mais toujours est-il qu'on a des tarifs à l'entrée pour ces économies, contrairement. Deuxième élément explicatif, on va avoir aussi des questions de logistique. C'est-à-dire que là, il faut, mais là pour le coup c'est une étude spécifique qui doit être faite, c'est est-ce que
on a la capacité pour exporter facilement, sans coût supplémentaire, vers les États-Unis. Parce qu'actuellement, le moyen le plus simple ici, la plupart des zones qui vont Martinique, Guadeloupe ou Guyane, passent par le marché européen. Donc, ça veut dire envoyer vers le marché européen pour ensuite réexporter vers les États-Unis. Voilà. Et ensuite, il y a aussi le besoin de connaissance de marché. C'est-à-dire que exporter vers les métropoles, où on partage la langue, où les circuits de distribution sont connus, où on a même des circuits logistiques pour les grandes enseignes qui sont intégrés, c'est assez facile et c'est peu coûteux pour les entreprises. Par contre, accéder au marché des États-Unis, c'est-à-dire qu'il faut trouver un distributeur aux États-Unis, il faut traduire ces étiquettes, il faut accéder à des marchés en langue étrangère, c'est des choses qui sont très coûteuses pour les entreprises, globalement, mais particulièrement pour les entreprises ultramarines qui ont peu d'expérience en la matière. Du coup, parce qu'il y a assez peu, on exporte principalement, comme on l'a vu, vers l'Hexagone ou les autres DFA. Et donc là, pour répondre... Enfin, donc c'est quelque chose qui va être très complexe. Pour l'ensemble des entreprises, c'est compliqué de s'internationaliser, et c'est d'autant plus dans un pays avec une langue étrangère. Et avec une culture, du coup, qui sera complètement différente. Et ici, donc c'est une des questions que vous posiez dans votre questionnaire, la dernière, c'est l'utilité que pourraient avoir les grands acteurs du développement de l'internationalisation des entreprises françaises. Là, pour le coup, l'impact... je vais principalement parler de Business France, parce qu'il se trouve que je travaillais à Business France avant de travailler à l'IEDOM, donc je connais un peu plus la maison Business France que les CCI qui peuvent aussi présentes. Mais le rôle de Business France dans le cadre de cette internationalisation est très important. Business France a une expertise très importante sur l'ensemble des marchés. Ils ont des agences dans plein de pays internationaux et des gros marchés, enfin des marchés importants en termes de niveau de vie, et notamment aux États-Unis, ils ont une connaissance de marché, ils ont une connaissance sectorielle, et ils sont en mesure de faire des études de marché. Et donc les entreprises ultramarines sont en mesure de demander à Business France de leur faire des études de marché, de leur proposer des voyages pour rencontrer des distributeurs, sachant que, alors je dis ça de mémoire, je pense que cette information, il faudra la vérifier auprès de Business France, les entreprises ultramarines ont des subventions sur les prestations de Business France, alors que du coup c'est quelque chose qui, c'est quand même un coût qui est assez important. Il me semble que ces prestations sont subventionnées. Et donc là, ça montre du coup l'importance du coup d'aider les entreprises à s'internationaliser. L'internationalisation n'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas quelque chose qui est facile, c'est quelque chose qui est coûteux et qui demande de l'accompagnement. Et cet accompagnement, il doit se faire au travers d'acteurs publics. Voilà. Et du coup, dernier point, donc là on a beaucoup parlé d'exportation. Ce qui va beaucoup jouer dans la vie chère, c'est surtout l'importation. L'importation, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a regardé l'impact de l'accord du CARIFORUM avec l'Union européenne, dont les territoires, les départements de la zone anti-Guyane, pour voir si le fait qu'on diminue les tarifs douaniers permet de plus importer depuis les territoires alentours, les zones de la Caraïbe. Ce qu'on voit, c'est que les importations, a priori, donc là c'était du travail prospectif qu'on a fait, on vous présente ici les premiers résultats, c'est qu'a priori, le fait d'avoir diminué les droits de douane, voire les avoir supprimés sur pas mal de produits, entre la zone Caraïbe et l'Union européenne, donc dont les DROM, n'a pas eu d'impact sur une augmentation des importations de ces biens, de ces pays, par exemple de Martinique et de la Goutte, depuis la zone Caraïbe. Et donc là, de la même façon, ce qu'on voit, c'est que les droits de douane ne sont pas la solution. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement dire, une fois faire une politique commerciale, on va diminuer les droits de douane et tout ira mieux. Non, seule une diminution des droits de douane ne suffira pas à une meilleure intégration des Outre-mer. Et donc là, on revient sur la question, c'est qu'il y a d'autres éléments qui jouent, donc ce qu'on appelle les barrières non tarifaires, et qui sont en fait beaucoup plus importants que les barrières tarifaires. Ces barrières tarifaires, ici, elles sont de plusieurs ordres. On a des barrières tarifaires, les normes. C'est-à-dire qu'actuellement, pour construire des bâtiments, dans le secteur de la construction, on doit
importer depuis l'Union européenne des biens qui sont labellisés normes CE pour pouvoir construire. Alors qu'on serait en mesure de faire venir de l'international, donc des pays plus proches, des biens qui n'auraient pas forcément la norme CE, donc il faudrait faire la demande administrative pour que ces biens aient une norme CE, c'est-à-dire qu'on s'intégrer dans un processus qui est très long, et en plus sur des produits qui seraient même peut-être plus adaptés aux conditions climatiques qui sont présentes dans les Outre-mer, puisque les normes CE sont principalement construites dans le cadre des normes de construction sur le continent européen. Donc sur ça, il y a de l'avancée, puisque là, il y a eu un vote du Parlement européen en juin 2024. Je vais essayer de donner la date, mais je ne suis plus trop sûr. Donc, bon, bref, qui ouvre la négociation à des normes RUP, qui a été validée au niveau français. Et là, actuellement, c'est là où j'en suis à la limite de mes connaissances, que je ne sais plus exactement où ce qu'on en est exactement, mais normalement, des comités consultatifs normes ont été mis en place, ou doivent être mis en place, dans chacun des territoires, pour pouvoir déterminer du coup les conditions de ces normes RUP qui permettront à l'import de biens depuis l'étranger, de produits qui sont validés par des normes RUP, mais pas par des normes CE, et qui faciliteront du coup l'import et les contraintes administratives à l'import. Et donc ça va être quelque chose qui va avoir déjà un poids qui va être très important. On ne peut pas faire pour le compte d'études a priori, il va falloir attendre a posteriori. Voilà, il va falloir être vigilant, et c'est là l'importance de ces comités consultatifs. Ces normes, elles ont de l'importance, puisque elles sont là aussi pour assurer la sécurité des consommateurs. Mais ces normes doivent aussi être adaptées aux situations ultramarines. Et donc là, je pense que ça va prendre un peu de temps avant que ces normes RUP arrivent, mais du coup, c'est un des points positifs. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est le premier point qui, pour le moins, est un des points les plus importants. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on importe principalement de l'Hexagone ? On importe de l'Hexagone pour plusieurs raisons. Des raisons logistiques. Comme on l'a vu, la plupart des lignes maritimes qui arrivent dans ces territoires sont des lignes qui arrivent depuis l'Europe. Donc en fait, c'est facile d'exporter depuis l'Europe vers les territoires ultramarins. On a aussi des liens logistiques, puisqu'en fait, on a des grandes enseignes qui sont présentes sur les territoires ultramarins et qui vont du coup se fournir dans leurs plateformes logistiques qui sont en Hexagone. Donc par exemple, en Nouvelle-Calédonie, on a Super U, et Super U va, par exemple, proposer des produits U qui sont importés directement de métropole. Donc c'est juste que ce sont des chaînes qui sont intégrées dans des chaînes logistiques qui font que c'est plus simple pour eux de venir garder ce modèle-là. Voilà, on a aussi des liens historiques qui font qu'on a du coup l'habitude de commercer. On a aussi le fait que c'est plus facile d'aller vers un pays qui partage la même langue que nous et qui partage les... En fait, on n'a aucune formalité à remplir pour exporter de l'Hexagone vers par exemple, vers la Guadeloupe ou la Martinique. Si jamais on veut le faire venir des produits depuis, je sais pas, le Nicaragua qui est plus proche, et bien du coup, on aura plus de formalités on devra répondre à plus de formalités. Et en plus, on ne partage pas la langue. Et enfin, je dirais qu'il y a aussi des questions culturelles où les consommations qu'on va avoir, les niveaux de consommation, enfin les biens qui sont consommés dans ce territoire vont parfois différer de ce qui peut se passer, de ce qui est consommé dans les territoires alentours, et qui vont faire que ce sera peut-être plus compliqué d'avoir certains biens et qui sont produits du coup en Hexagone. Voilà, et je pense que j'ai pris beaucoup de temps, je suis désolé du coup. Et voilà pour cette présentation. J'ai quelques diapos en annexe que je vous laisserai, si vous le souhaitez, donc qui seront disponibles ici, que je vous laisserai voir, sur lesquels je ne fais pas ma part. Merci de votre attention. Merci pour cet exposé très, très éclairant. Je vais sans plus tarder passer la parole à notre rapporteure Jacqueline Eustache-Vrignot. D'abord, merci infiniment, monsieur, parce que d'abord, cette analyse, vous clôturez nos auditions. Et je suis ravie que vous les clôturiez parce que ça confirme un certain nombre de choses, mais ça nous éclaire de manière très technique sur des sujets qu'on avait abordés, mais pour lesquels on n'avait peut-être pas d'éléments aussi concrets que vous les avez donnés aujourd'hui. Donc je veux vraiment vous remercier infiniment. D'abord, c'était très clair, c'est important.
Et vraiment, merci parce que vous avez analysé les choses probablement telles qu'on les ressent depuis qu'on a commencé cette étude. C'est-à-dire que les forces et faiblesses des territoires et les contraintes pour ces territoires. Alors moi, je suis pas élue d'outre-mer, donc j'ai appris plein de choses et j'ai probablement un regard différent aujourd'hui sur ces territoires, en particulier des Caraïbes. Et du coup, ça paraît assez complexe. Mais en vous écoutant, je me dis, rien n'est impossible non plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pose les choses telles que vous les posez, mais telles qu'on les avait déjà entendues dans nos auditions, il nous appartient aussi de tirer les ficelles pour peut-être qu'on arrive à autre chose. Vous avez parlé tout à l'heure du rhum, qui ne va pas aux États-Unis. Ça a été au tout début de nos auditions, ma première découverte et ma première stupéfaction de me dire aux États-Unis, il y a le rhum de tous les autres pays, hein, Colombie, etc., et pas le nôtre. Alors c'est vrai qu'il y a, au-delà de Trump et de la taxe Trump, bien avant, il y a une taxe quand même très très importante sur les rhums, voilà. Donc, mais après, rien n'est impossible non plus. Il faut qu'on arrive à percer ce marché quand même. Et quand vous parlez de la langue, le barrage de la langue, et peut-être, mais c'est pas péjoratif du tout ce que je vais dire, un peu la facilité qu'on a nous d'emmener plutôt à droite que plutôt à gauche. Peut-être que vous parlez de la langue, mais les étiquettes, il n'y a rien de compliqué à faire les étiquettes en bilingue, hein, je veux dire, voilà. Donc il faut peut-être aussi qu'on essaye de pousser un peu les choses pour qu'on y arrive, parce que ces territoires, ils ont besoin de se développer avec les acteurs locaux. Alors vous n'avez pas parlé des acteurs locaux, mais ce n'était pas l'objet de votre étude. Mais voilà, donc je pense que vous avez posé là, en tout cas aujourd'hui, certaines clés qu'il va falloir que tout le monde s'approprie. Mais vous n'avez peut-être pas fait ça dans votre étude parce que ce n'était pas l'objet. La question qu'on peut se poser aussi, c'est que dans la manière dont on organise la vie et le développement de ces îles, est-ce que vous ne pensez pas aussi, mais je ne sais pas si vous l'avez abordé dans votre réflexion, qu'il y a une complexité, une espèce de millefeuille dans ces territoires, il me semble, qui fait que tout le monde s'occupe de tout, mais en tout cas pas de manière individualisée. C'est-à-dire que tout le monde s'occupe de tout et du coup, on n'avance pas beaucoup. Voilà, on sait que partout, même dans l'Hexagone, on a des millefeuilles qui nous empêchent d'avancer. Mais je trouve que ces millefeuilles sont peut-être plus handicapants, je veux dire, dans ces territoires qu'ici. Est-ce que vous avez pu avoir une réflexion là-dessus ? Non, pour le coup, non. Je n'ai pas du tout étudié la complexité du coup des différentes structures. Oui. Par contre, ce qu'on peut voir, ce qu'on a pu voir dans d'autres projets, c'est qu'il manque parfois. Enfin, je fais la référence à une conférence à Rome. Du coup, enfin, c'est l'économie ultramarine qui est réalisée tous les 2 ans, où une élue du coup du bassin atlantique disait en fait, on a par exemple des projets des financements, mais il manque d'ingénierie de projet qui en fait nous permet pas de répondre de manière satisfaisante à ces aides. Et donc ce qui se passe, c'est que on va proposer des aides, mais en fait on donne pas les moyens à ces territoires d'arriver à prendre ces aides et du coup aller voilà. Et donc voilà, donc uniquement donner des aides ne suffit pas. Il faut aussi aider ces entreprises. Et donc c'est pour ça que, par exemple, je parlais de Business France ou je parlais des CCI. Il faut qu'il y ait des aides pour que, du coup, elles aient la pleine capacité à intégrer ces financements dans leur développement. Et vous avez abordé aussi un vrai sujet qu'on aborde quasiment à toutes les auditions sur les normes européennes, en fait. Vous avez raison de rappeler qu'elles protègent, effectivement, au niveau sanitaire, au niveau sécurité, etc. Mais on s'aperçoit qu'elles sont quand même très bloquantes pour les territoires ultramarins. Je pense que, je le dis à chaque fois ou souvent, on a construit l'Europe sans penser qu'on avait des territoires ultramarins. D'abord parce que nous sommes, parmi les pays européens, le pays qui a le plus de territoires outre-mer. Les autres n'en ont pas du tout ou quasiment pas. Donc le sujet n'a pas dû se poser de la même manière, mais on s'aperçoit que c'est très très bloquant aujourd'hui. Donc on a cette double difficulté d'adaptation sans remettre en cause la sécurité globale. Hein. Mais ça, c'est un sujet qui ressort pratiquement à chaque audition. Ce qui fait que ces contraintes, vous avez parlé du lien entre la Guyane et le Brésil. Nous, on a fait un déplacement et c'est vrai que c'est criant. C'est-à-dire que produire partent pour revenir. Voilà. Et même parfois, quand il y a des infrastructures qui permettraient de le gérer autrement, ça ne se fait pas.
Donc c'est vrai que vous avez raison de le poser parce que c'est l'un des sujets. La logistique, en tout cas, est fondamentale, en tout cas, Oui, sur ces liens. Ouais. Oui, parce qu'en fait, on pourra du coup proposer tous les dispositifs imaginables. S'il n'y a pas de lien lien de transport entre deux pays, les exportations et les importations ne se feront pas. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, voilà. Merci. Bon, vous avez eu le questionnaire, mais lors de vos propos, vous avez répondu à toutes nos questions. Mais vraiment, je vous remercie parce que vos schémas sont très, très éclairants sur les forces et faiblesses de nos territoires. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je vais laisser la parole à Solange Nadine, puis Jean-Gérard Pommier et après Marido Aschliman. Merci Madame la Présidente. Merci pour vos premiers propos. Alors moi j'aurais une question toute simple. Est-ce que vous vous êtes intéressé à la question des monopoles dans les territoires ultramarins et les conséquences de ces monopoles? J'ai envie de vous dire, oui, je vous rejoins sur pas mal de conclusions sur votre étude. Alors, il y a une particularité peut-être que vous n'avez pas citée. Oui, vous avez parlé de différence entre les territoires ultramarins. Vous avez parlé d'isolement par rapport à la question d'île, de double insularité. Je dirais que la Guadeloupe ou la Polynésie, il s'agit de triple insularité, puisque nous avons des îles. Oui. Donc il y a encore ce problème-là. Et je pense qu'au niveau hexagonal, au niveau national, cette problématique n'est pas prise en compte. Deuxièmement, vous allez parler d'ingénierie manquante. Alors, j'ai envie de vous dire, l'ingénierie n'est pas manquante, c'est une stratégie nationale d'empêcher l'ouverture vers le continent américain. Pourquoi? Parce que si on exporte vers l'Amérique, automatiquement, on peut chercher aussi à importer. Est-ce que cela est bon pour le national? Donc, moi, je vous dirais aussi qu'il faut pousser la réflexion et se demander... Est-ce qu'il n'est pas opportun de rester dans la situation actuelle, même si on parle de coûts élevés de production, pour faire le national? N'oublions pas la valeur des territoires ultramarins pour la balance commerciale de la France. Voilà, merci beaucoup. Oui, moi je voulais effectivement prolonger ce que disait la collègue Eustache-Brinio sur l'Europe. Je crois que vraiment il y a une sensibilisation très importante à faire. Parce qu'on se rend bien compte qu'un certain nombre de normes et de règles sont inadaptées aux territoires ultramarins. Moi, c'est ce que je ressens ici depuis que je suis sénateur. Est-ce que vous avez d'ailleurs, est-ce qu'il y a une étude qui a été faite pour ce que vous constatez sur les pays ultramarins français, sur d'autres, parce qu'il y a effectivement, même s'il n'y en a pas beaucoup, il y a d'autres pays de l'Union européenne qui ont des territoires ultramarins. Est-ce qu'on constate un peu les mêmes choses que ce que vous constatez ici? Parce que ça pourrait avoir un intérêt pour nous pour sensibiliser davantage l'Union européenne sur l'importance de devoir faire évoluer ces normes et ces règles. Parce que si ça ne s'applique qu'à un seul pays, on dit toujours la France, la France. Alors que s'il y en a plusieurs, on est peut-être un peu plus fort pour les sensibiliser. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait à ce sujet? Et puis, dans les propositions, qu'est-ce que vous pourriez proposer justement vis-à-vis de l'Union européenne pour qu'on puisse, je dirais, aller au-delà du constat très juste que vous faites, pour aller vers des propositions ou des orientations, je dirais, que nous pourrions défendre en tant que parlementaires. Merci. Bonjour monsieur. Merci pour les éclairages que vous nous avez apportés. Je voudrais vous poser deux questions complémentaires par rapport aux résultats de votre étude. Alors, vous avez évoqué un certain nombre de freins donc, au développement d'une vraie politique de commerce extérieur pour les territoires ultramarins dans une optique de lutte contre la vie chère dans ces territoires. Et vous avez esquissé l'idée d'une spécialisation qui pourrait être sectorielle, donc un produit ou des produits par territoire. Dans cette optique-là, est-ce que la problématique des chaînes d'approvisionnement, qui sont aussi importantes puisque les matières premières d'une part, mais aussi tout ce qui peut concourir à alimenter la construction d'une industrie, d'une activité industrielle proprement ou de production tout simplement, ne doit pas être prise en compte dans la mesure où elle peut freiner aussi la stratégie de construction d'une vraie économie productive
à partir d'une idée de spécialisation sectorielle. Ensuite, je n'ai pas eu le sentiment que la question des infrastructures logistiques et notamment portuaires ait été prise en compte dans votre étude et dans le modèle de gravité. Est-ce que vous considérez que c'est une donnée qui n'a pas beaucoup d'importance ou est-ce que voilà, c'est un élément qui fait l'objet d'une autre étude, par exemple? En particulier, les caractéristiques des infrastructures portuaires peuvent limiter ou faciliter l'activité maritime et en particulier l'accès ou les tonnages notamment. Est-ce que les caractéristiques des ports qui existent aujourd'hui dans nos territoires leur permettent d'avoir une taille critique pour s'insérer véritablement dans le commerce international de façon sérieuse et raisonnable? Notamment, je pense à tout ce qui est le tirant d'eau, etc., pour pouvoir vraiment avoir une activité notable. Et enfin, nous sommes aussi dans des territoires pour lesquels on a aussi des considérations écologiques et environnementales importantes, et en particulier les problématiques notamment de dragage qui peuvent constituer des freins, des entorses ou des difficultés. Est-ce que vous pensez que c'est compatible? Développer une vraie activité commerciale extérieure, est-ce que c'est compatible avec la protection des littoraux et des environnements physiques de ces territoires, et dans quelle mesure? Et enfin, dernier point, si vous considérez que nous ne sommes pas au niveau au point de vue des infrastructures maritimes, est-ce qu'on a tenté d'évaluer ce que ça représenterait de se mettre au niveau sur un plan financier et quelles peuvent être les sources de financement pour nous mettre à niveau et s'insérer véritablement dans le commerce maritime international? Donc ça vous va, je vais essayer de répondre dans l'ordre. Sur la question des monopoles, c'est une question qu'on n'a pas abordée du tout dans cette étude, mais c'est une problématique qui est réelle. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais de chaînes logistiques intégrées, là, pour le coup, c'est en effet ces monopoles qui vont venir intervenir. Et puis même ce monopole, sur la distribution, par exemple, on va parler plutôt d'oligopole, où il y a très peu de concurrence. Et ces oligopoles, ils ont un impact sur les prix. Il y a actuellement une étude qui est menée sur les marges des entreprises. Je ne sais plus par quelle institution, peut-être la Cour des comptes, mais je ne suis plus sûr. Où ces éléments-là vont être étudiés. On a aussi un monopole en termes de transport, c'est-à-dire vers la Guadeloupe, Martinique et vers la Guyane, on a principalement CMA-CGM qui fait les transports, donc qui va pouvoir fixer les prix. Donc oui, c'est des éléments qui jouent et qui sont très importants. L'absence de concurrence impacte toujours les prix de manière négative, c'est-à-dire à la hausse. Et il y a une réflexion pour limiter ces monopoles et ces oligopoles est une question qu'il faut aborder aussi dans le cadre pour contrer les effets de la vie chère. Sur la triple insularité, je ne fais que vous rejoindre, en effet. Du coup, c'est une question qui existe dans beaucoup d'outre-mer. Moi-même, venant de Nouvelle-Calédonie, je présente les îles Loyauté, par exemple, comme des territoires qui sont des triples insularités. Et donc, même au sein de nos territoires qui sont déjà isolés, on a des territoires qui vont avoir des contraintes encore plus fortes. Donc, en effet, j'ai fait erreur de généralité en parlant de double insularité, mais on aurait très bien parlé de triple insularité. Sur le fait sur les importations de... Désolé, je vais l'enlever. Sur les exportations de rhum à destination des États-Unis et les importations, là, pour le coup, je suis assez partagé sur l'analyse, c'est-à-dire que le fait d'exporter, du coup, permettra d'augmenter
à la fois la production, mais aussi aller vers un marché avec des prix qui sont plus élevés et donc avoir retiré des marges plus importantes sur nos productions. Donc je pense qu'on a intérêt à aller vers ces marchés-là. On a intérêt à diversifier nos marchés de destination, surtout qu'on produit des rhums de qualité et qui ont leur place sur le marché américain. Le marché américain, c'est un des premiers marchés consommateurs de rhum au monde. Et donc, en fait, se contraindre à uniquement le marché hexagonal, ça ne suffit pas, et surtout que ça ne permet pas de valoriser. En fait, on produit, comme je disais, on produit un rhum de qualité, et en fait, on n'arrive pas à l'exporter vers des marchés vers lesquels on saurait qu'il y aurait un marché potentiel. Et donc, pour lequel il serait important qu'on ait une connaissance de marché. Et du coup, pour rebondir, je ne sais plus où est-ce qu'on disait ça, c'est changer une étiquette en anglais, c'est pas... Oui, c'est un peu plus que ça, parce qu'il faut contacter des distributeurs, il faut contacter en anglais, ensuite il faut des contrats, etc. Oui, mais c'est des choses qui sont quand même... Oui, en effet. Et voilà, mais du coup, c'est peut-être demande d'accompagnement. Et voilà, et pour le coup, là, c'est plus une nutrition. On a plus de 60% des importations de ces territoires qui viennent d'Hexagone. Je ne pense pas que la création d'un lien commercial entre les États-Unis pour le rhum va changer cet équilibre du tout au tout. On le voit d'ailleurs dans les graphiques où l'Amérique du Nord représente pour la Caraïbe un pays importateur important, mais n'est pas c'est celui-ci. Il représente par exemple donc 40%, mais on n'est pas à 60 ou 70% comme ce qu'on peut avoir pour nous avec la métropole. Et je me dis que là, en fait, moi j'y vois deux intérêts. C'est qu'en fait, l'ajout de concurrence, ça fait venir des biens extérieurs qui seront parfois moins chers, mais l'ajout de concurrence, ça fait aussi que les produits qui viennent de métropole, qui étaient en monopole, ces monopoles vont être dans l'obligation de diminuer leur prix ou d'offrir une palette de biens plus importante. Donc voilà, cette concurrence, je la vois plutôt positive et je ne pense pas qu'elle va venir remplacer le lien qui est étroit entre l'Hexagone et les territoires ultramarins. Mais elle est positive pour qui? Pour les habitants, positive pour qui cette concurrence, si elle est mise en place? Elle sera positive pour les habitants dans le sens où ça permettra une baisse des prix. Après, on aura sûrement, je serais incapable de vous dire la part de marché que les États-Unis pourraient prendre, etc. On aura bien sûr des pays, des entreprises qui exportent vers les Antilles et la Guyane, qui vont perdre des parts de marché. Ça, c'est une question, mais peut-être que cette concurrence accrue va faire changer leur stratégie de produits qu'ils envoient en Outre-mer, et donc ils vont eux-mêmes baisser leur prix, et donc on va avoir un équilibre qui va se créer. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la situation de monopole, comme on disait au début, c'est qu'elle a un impact sur le niveau des prix, ou d'oligopole. Et si on veut baisser les prix, il faut un peu de concurrence. Après, moi je mettrais juste une vigilance très importante, c'est que la politique commerciale, il faut qu'elle se réfléchisse, certes en termes de prix, mais il faut qu'elle se réfléchisse en termes de protection des consommations locales. Et donc actuellement, et donc là c'est un des points qui est important dans ce qui est proposé dans le protocole d'accord contre la vie chère qui est proposé à Martinique l'année dernière, c'est qu'il y a la volonté d'une augmentation de production locale. La meilleure production qu'on pourra avoir, c'est la production qui sera faite par les territoires eux-mêmes. Et donc ici, il y a eu de nombreux apports qui ont été proposés et qui sont très intéressants dans ce protocole, notamment le développement d'une autonomie alimentaire avec le passage des aides posées de 15 à 30%. Et du coup, il faut prendre en compte que les coûts de production dans nos territoires, notamment pour l'agriculture, sont très importants et qu'il est normal de pouvoir que nos territoires ultramarins se fournissent auprès de leurs agriculteurs pour consommer. Et donc là, il y a un champ de paradigme où, du coup, on doit aller vers plus de production vivrière et que cette production vivrière doit être aidée par les pouvoirs publics. Mais pour ce qui n'est pas produit localement, du coup, il faut arriver du coup, à se développer du coup, en termes de fournisseurs
et offrir une gamme plus importante de produits aux consommateurs. Ensuite, sur votre question sur les études sur les autres pays ultramarins, il n'y a pas de comparaison qui a été faite. Donc, en effet, c'est quelque chose qui pourrait être étudié. Il faudra juste qu'on vérifie la disponibilité des données. C'est-à-dire que nous, là, on a les données, par exemple, pour l'ensemble des DROM, parce que les douanes nous fournissent des données d'échange avec l'Hexagone. Par exemple, si on veut étudier la situation des Canaries, donc, il faudra sûrement faire un partenariat avec les douanes espagnoles pour avoir des échanges entre l'Espagne continentale et les Canaries. Donc déjà, il y a une question de données. Mais en effet, c'est quelque chose qui pourrait être étudié en fonction des données qui sont disponibles. Et après, il faut voir que le statut des Outre-mer européens, mis à part le cas de Madère et des Açores et des Canaries, qui sont aussi des RUP, sont principalement des PTOM qui ont des droits très larges, vraiment très très larges, en concernant leur autonomie. Et donc qui ont la capacité de signer des accords, qui ont la capacité d'être indépendants, qui ont leur banque centrale, etc. qui ont leur monnaie et leur banque centrale. Et donc on est sur des situations où on est encore plus indépendant que nos territoires à nous. Et donc la comparaison est intéressante à faire, mais il faudra garder ça un peu en tête. Voilà, je ne sais plus si vous aviez d'autres questions. J'avais noté ça, je crois que c'est tout. J'aurais deux petites questions. Premièrement, sur le volume de production pour produire aller sur le marché américain. Il y a à mon sens, un certain volume de production qui permettrait d'être rentable compte tenu des contraintes logistiques et des coûts de transport des marchandises. J'ai une autre question sur la taxation, puisque l'Europe vient de sortir une nouvelle taxe aux frontières, ce qu'ils appellent la taxe carbone aux frontières, qui contraint les pays importateurs européens, donc les territoires ultramarins en font partie, à déclarer le contenu carbone des produits importés. Donc, connaissant qu'aux États-Unis, la façon dont les États-Unis produisent, est-ce que ce ne sera pas encore un impact, aura pas encore un impact supplémentaire si on voudrait s'orienter vers le marché américain pour pouvoir diminuer les coûts? Donc, l'un ou l'autre, nous sommes un peu pris en otage de toutes ces taxes. À cela s'ajoute la BAF, la fameuse Bunker Adjustment Factor, qui est liée aussi au carburant consommé. Et compte tenu de la distance qui sépare les territoires ultramarins de la France, de l'Europe, nous sommes aussi assujettis à cette taxe. Donc, comment peut-on essayer d'amoindrir tous ces coûts qui nous arrivent, ces surtaxes qui nous arrivent? Du coup, pour les États-Unis, là, dans notre étude, et ce qu'on a plutôt vu, c'est que les États-Unis, on envisage plus pour un marché potentiel à l'export, puisqu'en effet, c'est un pays à revenus élevés, avec coût du travail relativement élevé. Et donc, peut-être qu'à l'inverse, on pourra avoir des biens qui pourront venir des États-Unis, mais c'est plus un marché à l'export. Il y a en effet une valeur critique, du coup, donc qui va dépendre des coûts du transport. Et là, pour le coup, il faut voir à quel point il est... actuellement, pour pouvoir exporter vers les États-Unis, de mémoire, des lignes que je peux avoir, c'est qu'il faut passer par la Jamaïque, et ensuite de la Jamaïque aller vers les États-Unis. Mais en effet, il faut être en capacité de remplir un équivalent 20 pieds. Et donc, ça veut dire des volumes qui sont... même plusieurs équivalents 20 pieds pour que ça... C'est des volumes qui sont assez importants. Mais sachant que... je me permets de vous présenter un graphique que j'ai en annexe. Donc, je n'ai pas de valeur à vous donner ou de quoi que ce soit. Alors, je vais vous montrer le troisième et le quatrième bâton. C'est la Martinique et la Guadeloupe. La deuxième, c'est la Barbade. Et le premier, j'arrive plus à lire, je ne sais plus de qui il s'agit. C'est les exportations totales entre 2013 et 2022. Pardon ? Les îles Vierges britanniques, merci. Et ce qu'on voit, donc là, c'est l'ensemble des exportations des territoires du bassin Caraïbe vers l'international entre 2013 et 2022. Ce qu'on voit à travers ce graphique-là, c'est qu'au final,
si on regarde la Martinique, qui va beaucoup exporter, dont beaucoup c'est des hydrocarbures, et la Guadeloupe, on voit qu'ils ont des niveaux d'exportation qui sont pas si faibles que ça par rapport aux îles. Donc là, c'est les îles alentours. J'ai pas pris la République dominicaine, ou j'ai pas pris la Jamaïque, qui sont des dimensions qui sont complètement différentes. Et là, pour le coup, la comparaison n'aurait pas de sens. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on arrive quand même à exporter sur des valeurs qui sont relativement comparables à ce qui se passe dans les économies. Donc, et qui, eux, exportent vers les États-Unis. Donc, ce premier indicateur pourrait dire qu'on aurait les moyens. Du coup, si eux y arrivent, pourquoi pas nous? Donc voilà. Ça, c'est très théorique. Donc, j'ai pas les données de coût du commerce. Je ne sais pas s'il faudrait passer par du transport aérien, par du transport maritime. A priori, plutôt du transport maritime. Mais du coup, quand on voit les volumes globaux, on se dit on n'est pas non plus très très bas. Ensuite, sur les taxes carbone à l'entrée sur le marché européen, pour le coup, là actuellement, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne pense pas que les États-Unis soient le pays qu'il faille forcément viser pour les importations, parce que les pays, c'est déjà assez cher. Plutôt les pays de la Caraïbe ou de l'Amérique centrale ou Amérique du Sud. Et donc là, la question de la taxe sera différente, où on n'aura pas les mêmes niveaux de production. Et après, la mise en place de cette taxe, elle permet aussi d'expliquer que produire, c'est un coût environnemental, et donc il faut que ce coût environnemental soit payé à un moment donné. Mais du coup, le fait de se produire, de se fournir directement, ça évite que ces produits-là passent d'abord par l'Union européenne, et cette taxe soit transformée sur place, ensuite transportée. Donc vaut mieux qu'on se fournisse directement, qu'on paye cette taxe directement, plutôt qu'il soit d'abord envoyé dans l'Union européenne. C'est ce qui se passe actuellement. On envoie dans l'Union européenne, on met en emballe en France, et ensuite, hop, on renvoie dans les autres mers. Donc la taxe est prise en compte, c'est juste qu'on a les coûts de transport qui sont encore plus importants. Et je ne sais plus si j'ai répondu à toutes vos questions. Ouais. Pendant très longtemps, Saint-Barthélemy et Saint-Martin se sont approvisionnés via Puerto Rico par des produits américains, compte tenu du contexte du rapprochement de ces deux îles du nord de la Caraïbe. Et c'est vrai que si on pouvait créer des flux, parce que pour qu'il y ait, enfin la CMA-CGM nous avait expliqué que pour qu'il y ait une ligne maritime, et c'est ce qui explique qu'il n'y ait pas beaucoup de lignes maritimes dans les petits territoires, entre les petits territoires, c'est qu'il faut du flux et du reflux. Donc si on importe, il faut qu'on soit en mesure d'exporter. Et là, c'est pour donc voir dans quelle mesure il pourrait y avoir aussi mettre en place ces lignes pour qu'elles soient viables dans le territoire, parce qu'il est vrai qu'il y a tout un circuit avec la nouvelle politique de verdissement du transport maritime. La CMA-CGM a opté pour créer 2 hubs en Guadeloupe et en Martinique. Et il n'y a plus de ligne qui vient directement, par exemple, vers Saint-Martin. Donc, cela crée, pour aller aussi entre la Martinique et la Guyane, en général, le conteneur doit faire je ne sais combien d'escales avant d'arriver en Guyane. Donc, il y a un sujet aussi, peut-être une étude à approfondir sur les possibilités d'import-export entre ces îles. Je veux juste compléter ce que tu dis, c'est que moi j'ai bien conscience qu'il vaut mieux exporter vers les États-Unis que importer. Je pense que voilà. Mais du coup, tu parlais de certains transporteurs dont je ne dirais pas le nom. On n'est pas non plus marié avec tout le monde. On peut aussi trouver d'autres possibilités d'exporter et de voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a quand même, et tu parlais de monopole, il y a quand même des monopoles sur les transports maritimes. Peut peut-être se poser des questions. Enfin voilà, moi je n'ai rien contre personne. Voilà, je suis mariée avec personne, j'ai aucun souci avec personne. Mais pour le coup, il y a peut-être des révolutions à faire à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi je suis assez d'accord avec vous qu'il faut prendre ce potentiel États-Unis comme un moyen d'exportation et d'importation peut-être, mais pas surtout. Mais pour le coup, au niveau du monopole des transports, il faut aussi peut-être donner un coup de pied dans la machine et se dire ayons d'autres possibilités d'exporter et d'importer. Hein. Sincèrement.
parce que nos grands monopoles de transport maritime, on les connaît, ils sont ils sont efficaces, mais bon, voilà, ils ont des monopoles quand même, il faut juste le dire. Hein. Voilà. Et donc, nous, on a derrière ça l'intérêt et le développement de territoire. Pourquoi je dis ça? C'est que si on se pose pas des questions aujourd'hui, moi, je suis très inquiète sur l'avenir de ces territoires en matière de développement économique, d'emploi, de jeunesse, pour la jeunesse aussi. Enfin, on ne peut pas penser qu'à nous aujourd'hui. C'est le devenir de ces îles demain et après-demain pour une jeunesse qui a peut-être moins de perspectives. Et du coup, il faut peut-être un peu bousculer les choses pour se dire, dans ces territoires, il y a des forces, il y a des choses qu'on peut développer et ça, voilà, ça oblige à se poser des questions sur la réalité de nos liens avec l'environnement. On ne peut pas ne pas se poser cette question pour la jeunesse de ce pays et pour le développement économique de ce pays. Il y a quand même des îles où tous les ans on perd des habitants. Donc il faut quand même aussi se dire que c'est un phénomène un peu inquiétant pour certaines îles, hein, vraiment. Et du coup, je rebondis un peu sur cette thématique-là. Pour donc rappeler que notre étude porte sur que les biens, les coproductions de biens. Une meilleure intégration régionale va aussi permettre de se développer en dehors de ces questions de biens. C'est-à-dire qu'il y a la question des coopérations régionales scientifiques. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a une population qui est formée par rapport aux îles qui sont alentours. Donc il y a des coopérations scientifiques sur des questions qui sont très importantes, comme l'impact du réchauffement climatique, de la question des sargasses, par exemple, dans le bassin atlantique. Cette coopération régionale, elle va aussi permettre des coopérations dans le cadre des services, comme vous le disiez, et en effet, on a des expertises qui sont très fortes. Il ne faut pas non plus oublier cette partie-là. Et aussi le tourisme. C'est-à-dire qu'on a, on a la plupart des économies qui alentour qui dépendent de très largement du tourisme. Un bien peut soit être exporté, enfin, peut être exporté, mais peut être aussi exporté dans le sens où il est consommé par un touriste sur place. Et donc, mettre l'exportation comme seul objectif n'est pas la bonne solution. En fait, il y a énormément de possibilités qu'il faut envisager. Et la question du tourisme, c'est-à-dire qu'un tourisme qui vient consomme sur place, et donc c'est des biens, certes, qui ne sont pas exportés, mais c'est de la création de valeur venue de l'extérieur sur le territoire. D'ailleurs, le tourisme, et c'est bien que vous en parliez, on voit bien, quand on regarde un peu ce qui se passe, par exemple en Guadeloupe, Martinique, des jeunes femmes en particulier, qui développent les soins, le tourisme un peu écolo, excusez-moi, bobo, mais c'est pas péjoratif du tout ce que je dis. Et du coup, ça donne de l'espoir, parce que ce sont des jeunes qui valorisent leur territoire avec les forces de leur territoire et la nature. Et du coup, faut pas le minimiser, parce que ça va probablement favoriser un tourisme un peu différent et qui peut venir effectivement de métropole, bien sûr, parce que voilà, mais d'un environnement plus proche. Et ça, c'est important. C'est important, vraiment. Positive, je dirais que souvent, longtemps, on a eu canne et banane comme exportation majeure. Et là, dans nos territoires, et moi je vais parler de la Guadeloupe que je connais, on va maintenant sur une culture très sélective, en fait, de tout ce qui est vanille, et qu'on va exporter à l'international, au Japon, qui est très connu. Et je dirais même que tout près, les États-Unis, on ne connaît pas notre rhum, mais au Japon, on connaît notre rhum. Donc, on va encore plus loin. Donc, preuve que c'est possible, mais il faut s'y intéresser et dès maintenant. Voilà, merci. Non, aussi le marché canadien. On a beaucoup parlé des États-Unis, mais il y a aussi le marché canadien qui a des liens assez intéressants avec les territoires ultramarins, puisque certains étudiants partent poursuivre leurs études au Canada, donc peuvent aussi créer du lien. Vous avez parlé aussi de coopération scientifique, dont la problématique, pour ne revenir que sur la problématique des sargasses, vous avez une petite start-up qui a inventé, enfin mis au jour un processus de fabrication de biocarburants à partir de rejets des distilleries et de sargasses. Bon, c'est peut-être prometteur à voir, mais c'est aussi une ouverture avec de la production locale qui pourrait être exportée après. Donc les potentiels, je pense que nos territoires regorgent de potentiels, mais qu'on n'arrive pas encore à bien les mettre en valeur. Oui, j'allais répondre aux questions
madame. En fait, ça rebondit parfaitement parce que vous parliez de spécialisation sectorielle. Il faut avoir un discours de réalité où on ne fera pas des Outre-mer l'Allemagne de l'Atlantique, c'est-à-dire qu'on n'aura pas une production de voitures, de grosses industries, etc. On ne pourra pas non plus, en fait, ce qui est possible pour certaines îles, c'est les intégrer dans les chaînes de valeur mondiales. C'est-à-dire, c'est des étapes où les entreprises s'arrêtent pour produire une partie, puis ensuite réexportent. Les marchés sont trop petits pour pouvoir faire ça. Ils sont trop éloignés des grands marchés internationaux. Par contre, on peut développer des filières de qualité. Et donc là, vous parliez de la vanille de Guadeloupe. Moi, j'avais parlé de la vanille de Polynésie française et de la Réunion aussi. Nouvelle-Calédonie a commencé une production, mais qui est un peu plus confidentielle, où en fait on voit que des produits produits en Outre-mer, qui sont des produits de qualité, qui sont reconnus internationalement, arrivent à s'exporter. Donc il y a des filières qui sont possibles, et là c'est une filière qui est une filière autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin. La question que vous aviez, c'est comment on fait pour revenir à temps. Et en effet, on ne peut pas, comme j'expliquais, se mettre au milieu de la chaîne de valeur mondiale. On est trop isolé pour ça, mais on est en mesure de développer des compétences. Donc là, je suis que sur les biens, donc on ne va pas de la vanille, mais on est sur la question des services, sur la question de l'énergie renouvelable, etc. Donc dans cette question-là, on a des expertises qui sont très fortes. On parle du SWAC, qui est faire monter de l'eau froide dans les sacs en Polynésie française. Cette expertise pourra s'exporter, etc. Mais si on est sur les biens, on a la capacité d'exporter. Donc par exemple, la perle de Tahiti, la vanille de Tahiti, la vanille de la Réunion, la vanille de Guadeloupe, les rhums sont des exemples. Et on a les moyens de se diversifier. On le voit, donc, comme vous l'expliquiez. Moi, j'avais parlé de la vanille en Nouvelle-Calédonie, mais donc la vanille en Guadeloupe aussi. Et on a possibilité entre Outre-mer de pouvoir prendre des exemples ailleurs, de voir ce qui a fonctionné. Donc voilà, il faut en effet avoir des stratégies de développement de produits à l'export, mais il faut avoir une stratégie réaliste, du coup, de choses qui marchent, on sait qu'ils peuvent fonctionner. Sur les infrastructures portuaires, en effet, dans l'article, elle n'est pas présente, puisqu'en fait, j'ai dû répondre aux critères de la Banque de France et j'ai dû enlever plein d'éléments. Mais à l'origine, on parlait bien des éléments portuaires. Ce qu'on voit, c'est que les Outre-mer, donc on a présenté au début, on voit l'indice de connectivité, on voit que les Outre-mer ont un indice de connectivité qui est assez faible au niveau international, mais on voit à part pour Mayotte et pour la Guyane, qui ont des ports plus petits, mais pour les autres ports, on voit qu'ils se situent plutôt bien dans leur environnement régional. Ils sont entre les ports des petites économies et les grands ports régionaux. Par exemple, la Guadeloupe et la Martinique sont derrière la Jamaïque ou la République dominicaine, mais sont bien devant la Barbade, etc. Donc on voit qu'on a des infrastructures qui sont des infrastructures de qualité. Il me semble que le port de la Guadeloupe est la zone réfrigérée la plus importante de l'Est caribéen. On a des ports qui sont technologiques, qui avaient des infrastructures qui sont récentes, de qualité, qui ont été rénovées relativement récemment, avec des longueurs de pont très élevées, des tirants d'eau qui sont assez élevés par rapport à la région. Et donc moi, je pense qu'il faut, en effet, ne pas se laisser distancer dans la question de la compétitivité des ports, mais il faut aussi garder en tête que nos ports sont déjà très compétitifs et déjà voir ce qu'on peut faire avec ça. Votre question, elle portait sur la question environnementale, sur le détruire. Je pense que des études d'impact doivent être menées, puisqu'on a des ports qui sont actuellement parmi les plus efficaces dans la zone Est-Caraïbe. Et donc là, c'est une opinion personnelle que j'exprime. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la richesse de nos Outre-mer, c'est aussi leur richesse écologique. Et du coup, le lien entre le retour qu'on aura en termes de... Il faut voir si on a assez... Est-ce qu'on a un niveau de saturation de nos ports actuellement? Ou est-ce que dans un avenir proche, les bateaux ne s'arrêteront plus dans nos ports? La question, elle est là. Et du coup, actuellement, à un horizon quelques années, non. Mais du coup, voir à terme ce qu'il faudra, si c'est le cas. Et après, ce qu'il faut voir, c'est que on est dépendant d'un armateur pour le transport. Et que du coup, s'il considère qu'il faut qu'il y ait un plus gros bateau, et du coup, comment est-ce qu'on fait? Et là, la question, elle est un peu trop complexe pour ma petite étude. J'ai des opinions personnelles, du coup, mais qui ne répondront pas de manière politique à cette question-là. Voilà. Merci vraiment pour vos travaux. Alors, vous avez fait un peu, on va dire, la passerelle avec les travaux de la délégation sur cette session, puisque nous allons travailler sur les filières d'excellence, les atouts
et la croissance économique des Outre-mer. Donc, nous serons peut-être très certainement amenés à vous auditionner à nouveau sur d'autres thèmes. Et il est vrai qu'il n'y a pas assez, à mon sens, d'études, comme vous l'avez dit au début de votre propos, il n'y a pas assez d'études statistiques qui permettent de mettre en lumière des pistes de réflexion pour le développement économique de nos territoires. Et la délégation prend ce sujet à bras-le-corps avec, évidemment, toutes les personnes qui y contribuent, et nous vous en remercions infiniment de vous intéresser aux territoires ultramarins. Merci. Voilà. Merci à vous. Au revoir. Merci. Alors, chers collègues, avant de nous quitter, j'ai quelques annonces paroissiales. On va